Bonjour à vous, ODH Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'OVNI dans l'Histoire TV. Déjà, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en cette 13e année d'ODH TV. Aujourd'hui, c'est l'édition du mois de mars 2019 de Matin OVNI dans le monde qui, comme son nom l'indique, va vous partager les dernières actualités ufologiques qu'il y a eu dans le monde. C'est-à-dire les rapports d'observation d'OVNI, de PAN ou d'OANI, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés, de phénomènes aériens non identifiés et d'objets aquatiques non identifiés. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes. Concernant l'actualité d'ODH TV, l'année 2019 sur ODH TV portera sur les mémoires de l'ufologie et l'étude géo-ufologique. Il y aura toujours les émissions d'infos comme Matin OVNI et le JT OVNI en France, mais également la continuité des émissions Orbital News sur le compte ODH TV 2, et les épisodes aussi du Tour de l'étrange, mais sur le compte ODH TV Archive. Les directs d'ODH TV se feront toujours sur la page Facebook et sur le terrain une fois par mois. ODH TV, ce n'est pas des vidéos sensationnelles, ni des vidéos commerciales. Nous ne sommes peut-être que des artisans pour certains ou des amateurs pour d'autres, mais ODH TV, et malgré les aléas de la santé et de la vie, est toujours là en ufologie, et depuis 13 ans. Donc comme vous l'avez compris, l'aventure ODH TV continue. Poursuivons avec l'actualité des mises à jour du site internet odhtv.fr. Ainsi a été rajoutée dernièrement la nouvelle fiche de lecture, écrite par Jessica, qui s'occupe d'ailleurs de cette rubrique, Culture OVNI, qui s'intitule OVNI au-dessus de la Roumanie ou UFO over Romania. Une fiche de lecture qui vous fera découvrir l'ufologie dans ce pays qui est la Roumanie. Je tiens tout de même à féliciter le travail que fait Jessica sur ces fiches de lecture, car ces livres sont avant tout en anglais, donc il faut qu'elle traduise le livre entièrement, pour ensuite réaliser ces fiches de lecture juste pour transmettre, pour donner, pour partager bénévolement. Et n'oubliez pas également de visiter le blog ODH TV Archive, un blog d'actualité ufologique en tout genre. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Nous allons aussi aborder, dans la rubrique Culture OVNI, une intervention d'Éric Zurcher, ufologue et spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type. Eh bien, je retrouve Éric Zurcher sur Nice. Bonsoir Éric. Bonsoir Gilles. Merci de participer une énième fois dans la rubrique Culture OVNI de Matin OVNI dans le monde, de l'émission Matin OVNI dans le monde. Alors, tu as été interviewé dernièrement par Jocelyn Morrison pour le Nexus que tu tiens dans les mains du mois de janvier-février 2019. C'est ça. Alors, peux-tu nous en parler ? Oh ben, Jocelyn est un ami, il a très gentiment fait ce petit reportage. On a discuté par téléphone un bon moment, et donc il a écrit cet article, voilà, suite à la sortie de mon livre, hein, toujours pareil, bon, dans lequel je fais un résumé et un certain nombre de réflexions sur le phénomène, mais toujours en liaison avec le livre. Donc voilà, il est très bien cet article, j'étais content. Personnellement, j'aime bien le début de l'article. L'ufologie souffre en France. Oui, oui. Ça vient du fait qu'il y a moins de cas, peut-être aussi de cas de rencontres rapprochées, toutes confondues. Et puis après, il faut voir ce qu'on en fait, hein, bien sûr. Il faut voir quelle est la réflexion. Faut voir. Ça manque d'études d'une manière générale. Ça manque d'études. Ça manque de travail, plus exactement. Voilà. C'est sûr que c'est peut-être plus amusant d'aller dans certains endroits et puis de faire des... Enfin, de regarder le ciel, ça a toujours existé, c'est très bien. D'attraper froid. Oui, d'attraper froid. J'ai rien contre d'ailleurs, c'est très bien, hein. Moi le premier, j'aime bien, mais sur le fond, ça manque quand même pas mal de travail. Il faut... voilà. Mais c'est un peu mondial aussi, hein, quand même. Je pense que c'est lié à l'ufologie même, parce qu'on observe des choses différentes dans d'autres domaines, donc voilà, ça
On parle beaucoup, on se dispute beaucoup. L'ufologie, c'est une sorte d'organisation humaine pour pallier au désintérêt des systèmes, en fait, et à commencer par le système scientifique. Donc à partir de là, il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui sont intéressés par ça, et qui essaient de faire ce qu'ils peuvent sur leur temps libre et avec leurs moyens propres. J'en profite à présent pour vous parler de 2 revues ufologiques en France, et également partenaires d'ODH TV. La première est l'une des plus anciennes revues ufologiques françaises. Elle est connue sous l'acronyme LDLN, autant dire Lumière dans la nuit. Là, c'est l'édition numéro 434, l'édition de décembre. C'est une revue qui n'est pas disponible en commerce, mais par abonnement. Elle est réalisée à présent par Jean Hulagno, que je salue au passage. Et donc, Lumière dans la nuit, c'est une revue où il y a des articles inédits. Là d'ailleurs, il y a un article de quelqu'un que je connais bien et que vous connaissez bien, vous autres auditeurs d'ODH TV, Éric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du 3e type en France, qui a écrit un article OVNI Apparence. Ensuite, vous avez d'autres articles là, comme Claude Lavatte ou Philippe Mantel. Donc, c'est une revue très intéressante car elle est alimentée par des correspondants qui sont dissimulés dans les départements et régions de France, qui recueillent des témoignages sur le terrain et qui donc envoient les témoignages à cette revue pour que vous soyez informés des différents cas d'observation d'OVNI qu'il y a eu en France. Par le passé, il y avait aussi les CV LDLN, les cercles de veilleurs lumière dans la nuit. Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Après, pour parler de lumière dans la nuit, il y a eu de nombreuses interventions des anciens rédacteurs en chef de Lumière dans la nuit, notamment Joël Ménard. D'ailleurs, vous allez trouver les liens de toutes ces interviews et vidéos réalisées sur ODH TV depuis le début d'ODH TV. En dessous de cette vidéo, nous avons aussi interviewé le précédent rédacteur en chef qui était Laurent Boulanger, qui lui avait fait une autre version aléatoire de LDLN. C'était plus Lumière dans la nuit, c'était Lumière diurne, Lumière nocturne. Donc si vous êtes intéressé pour vous abonner à la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, n'hésitez pas à contacter la page Facebook LDLN ou de contacter directement Jean Hulagno. De toute façon, tout sera affiché en dessous de cette vidéo si jamais vous désirez prendre contact avec Jean Hulagno ou vous abonner à la revue LDLN. Et hop, j'ai changé d'endroit pour la deuxième séquence. Je suis à présent dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le parc national des Calanques entre Marseille et Cassis. Mais c'est l'après-midi, tout à l'heure c'était le matin. Et je vous parlais à présent d'une autre revue, éditée par une association, ce qui est rare de nos jours. L'association est partenaire d'ODH TV, c'est l'association OVNI Languedoc, qui réalise donc les rencontres ufologiques d'OVNI Languedoc à Pérols et le mois d'après à Nîmes. Un coup Pérols, un coup Nîmes. C'est la revue Logosphère. Là c'était l'édition numéro 8 de janvier 2019. Logosphère est une revue qui parle de nombreuses choses, déjà de l'actualité de l'association, des différentes rencontres ufologiques organisées par celle-ci. Et c'est très intéressant, là le titre c'était Des ovnis et des extraterrestres, donc retour sur la journée de conférence du 23 septembre 2018. Donc si vous vous rendez à une rencontre ufologique d'OVNI Languedoc, vous pouvez acheter cette revue donc, qui finance bien sûr l'association. Vous pouvez également télécharger sur le site internet de l'asso la revue, mais en format PDF. Ça c'est le numéro 8, donc pour ceux qui n'ont pas les autres, vous avez du retard. Donc allez télécharger, si cela vous intéresse bien sûr, en PDF, la revue Logosphère. Donc voilà, c'était la fin de la revue de presse partenaire d'ODH TV, donc Lumière dans la nuit, LDLN, et maintenant donc Logosphère, édité par l'association OVNI Languedoc. Carole Lauzet, animatrice de l'émission Zone Parallèle sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, nous a transmis le programme de l'émission du mois de mars 2019. Je rappelle que cette émission est québécoise et diffusée de 11h à 13h, heure Québec, soit en France cela donne de 17h à 19h. Je tiens tout de même à signaler que l'émission Zone Parallèle ne parle pas que d'ufologie. Il y a aussi le paranormal, l'étrange, les phénomènes dits insolites.
Ainsi, le 9 mars, l'invité sera Linda Boivin, qui est médium. Le 16 mars, Zone Parallèle vous parlera de sorcellerie et de Wicca. Le 23 mars, le thème sera porté sur l'ufologie et le MUFON avec les interventions de Jean-Charles Moyen et de sa conjointe. Et le 30 mars, Carole recevra Annie Thériault, auteure et enquêtrice de l'ACU, Association québécoise d'ufologie. Dans la question de l'édition, Jean-François Primeau, reporter du Québec d'ODH TV, mais également ufologue et veilleur, mais également co-animateur de l'émission Zone Parallèle de Carole Lauzé sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis à Québec. Il va répondre à une question qui a été posée dernièrement par un auditeur au ODH Note qui demandait: doit-on s'intéresser aux rencontres rapprochées du troisième type avec la présence de Sasquatch ou de Bigfoot? Ce genre de question est intéressante car là, ça lie l'ufologie et la cryptozoologie, ou alors une catégorie qui n'existe pas à l'heure actuelle. Je m'intéresse au Sasquatch, j'adore la cryptozoologie et c'est surprenant de voir que on voit des ovnis sur les mêmes sites qu'on voit des Sasquatch, malgré que dans les deux domaines, c'est deux choses complètement différentes. Tu as la cryptozoologie, tu as les Bigfoot researchers, puis tu as les ufologues d'autre bord. Mais c'est intéressant de voir que souvent, les gens qui subissent des enlèvements nous ramènent des expériences où est-ce que le Sasquatch est dans le vaisseau et parle avec les petits gris. Donc, d'un point de vue analyse là, de l'expérience, c'est quand même assez intéressant. Et souvent, on va observer des témoignages d'ovnis où est-ce que les Bigfoot et vice-versa. Mais c'est intéressant de voir que les deux peuvent avoir une certaine connexion, puis c'est juste pas qu'on ne l'étudie pas assez. Donc, je pense qu'un ufologue devrait peut-être se mettre en équipe avec un Bigfoot researcher pour être capable d'expliquer ou de comparer leurs données. Ça serait intéressant. Passons dès à présent à la deuxième partie, l'actualité des dernières observations d'OVNI ou notifications d'observation qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Je vais donc vous partager l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde en décembre 2018, janvier et février 2019. Commençons tout d'abord par le mois de décembre. Au Canada, le 7 décembre, dans l'Alberta à Edmonton, observation de lueurs stationnaires dans le ciel. Le 21 décembre, en Colombie-Britannique, à New Denver, observation pendant 20 minutes d'un disque volant. Le 30 décembre, dans l'Ontario, à Port Perry, observation pendant 45 minutes d'une lueur possible méprise avec une étoile ou une planète. Au Brésil, le 20 décembre, à Maracano, observation pendant 14 secondes de lueurs étranges dans le ciel. En Angleterre, le 13 décembre, à Barnstaple, observation pendant 5 minutes d'un triangle volant composé de boules de lumière de couleur bleue. Le 20 décembre, à Londres, observation pendant 30 secondes de lueurs de couleur verte dans le ciel. En Tunisie, le 29 décembre, à Bizerte, observation pendant 3 minutes de lueurs étranges dans le ciel. Et en Australie, le 14 décembre, à Perth, observation pendant 5 secondes d'un disque volant. Passons à présent au mois de janvier 2019. Au Canada, le 8 janvier, dans l'Alberta, à Calgary, observation pendant 2 minutes d'un objet volant non identifié par le témoin qui ressemblait à un drone mais sans lumière ou sans lueur. Pourrait-on peut-être parler dans ce cas-là d'un drone fantôme ou d'une méprise drone? Affaire à suivre. Le 21 janvier, dans l'Ontario, à Burlington, observation de lueurs étranges dans le ciel. À Puerto Rico, le 6 janvier, à Guanica, observation pendant 25 minutes d'un objet en forme d'œuf et de couleur blanc. En Colombie, le 20 janvier, à Medellín, observation pendant 8 minutes d'une lueur semblant être très brillante et de couleur blanche au-dessus de la ville. En Angleterre, le 2 janvier, à Doncaster, observation pendant 1 minute d'un disque volant stationnaire. Le 20 janvier, à Alton, observation pendant 1 minute d'un objet assez lumineux. En Irlande, le 20 janvier, à Cantuoch, Cork, observation pendant 2 minutes d'un disque volant.
En Espagne, le 28 janvier, à La Laguna, Tenerife, observation pendant 3 minutes d'un phénomène d'aspect gélatineux et de couleur rouge et qui pulsait dans le ciel. Au Nigeria, le 19 janvier, à Enugu, observation pendant 30 secondes de petites lueurs de couleur blanche qui se mouvaient assez rapidement dans le ciel. Et en Inde, le 14 janvier, à Gurgaon, Haryana, observation de phénomènes lumineux dans le ciel. Puis terminons par le mois de février, où il y a eu très peu d'observations d'OVNI recensées pour le moment. Au Canada, le 15 février, dans l'Ontario, à Listowel, observation de phénomènes lumineux étranges dans le ciel. En Angleterre, le 2 février, à Brompton, observation de boules de lumière au nombre de 6 à 8, de couleur orange et rouge. Et en Australie, le 7 février, à Armadale, observation pendant 10 minutes d'un disque volant. Dans la rubrique Réflexion ufologique, ou autour du ou des phénomènes, quoi que ça puisse être, Éric Zurcher, Rémi Fauchereau et d'autres ufologues, témoins et veilleurs vont revenir sur des détails dans les différentes observations, que ce soit les RR1, les RR2, les RR3 ou même les RR4. Notre appréciation des choses est formatée par la grille d'interprétation que nous avons du départ. Et du départ, c'est des civilisations qui viennent nous voir venant de l'espace avec une technologie avancée. Bon, mais tout ceci n'a aucun sens. D'abord, il ne faut pas parler de technologie avec les ovnis. Il faut parler d'abord d'une hyperphysique. Et éventuellement la technologie qui en découle. Ça, d'accord. Bon. Mais les témoignages ne te disent pas ça. Ils te disent que l'ovni apparaît, on ne sait pas comment, dans notre environnement, et disparaît, on ne sait pas mieux comment. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Pourquoi ça a duré si peu de temps Tu sais, les ovnis ne viennent pas de l'espace. Hein. Des milliers de témoignages sont là pour te dire que les ovnis apparaissent et disparaissent dans notre environnement. La moitié des RR3 se déroule de cette manière. L'objet apparaît et disparaît sur place. Revenons à l'affaire d'Aravier. Je retrouve Gérard Deforge à Marseille. Alors Gérard, quelles sont les bornes d'entrée et de sortie du phénomène observé à Aravier? Est-ce que les témoins ont vu arriver l'OVNI et est-ce qu'ils l'ont vu partir? Non, parce que en fait, n'ont pas vu partir. Par contre, ce qui s'est passé, et ça c'est invraisemblable, le gars qui était dans sa Mercedes sur le parking, Monsieur K. Monsieur K, il a vu une masse noire, il a pensé qu'elle allait se cracher devant lui. Là. Et Monsieur D et ses amis qui étaient dans la voiture, ils ont vu cette masse lumineuse énorme, etc., ces disques et tout. Pourtant, t'allais voir de l'autre côté. Oui, parce que oui, et t'as bien fait de me le rappeler, ça, tu vois, j'avais déjà oublié, c'est marrant. Ça a dû me frapper quand même, parce que, comme je te l'avais dit, je suis sorti par les grilles pour contourner le bâtiment, parce que j'ai eu peur que ça ait tombé de l'autre côté. Et puis que ça soit une sorte de météorite ou je sais pas quoi. Oui, j'y pensais même plus. C'est marrant, tu vois, hein. Il a fallu que tu me rappelles. J'y pensais déjà plus. J'ai été voir de l'autre côté pour voir si c'était pas tombé. Ou si c'était descendu plus bas, ou descendu dans les champs, ou etc. Je sais pas quoi, moi. Je sais pas, voir s'il y avait quelque chose, quoi. J'ai rien vu. Moi, quand j'ai vu ce que j'ai vu, bon, je ne dirais pas que ça m'a chamboulé l'esprit, puisque je m'intéressais déjà, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'adéquation, parce qu'on fonctionne sur une perception de la réalité qui t'est donnée par ta culture, enfin par ton expérience propre, hein, qui est phénoménologique, mais par la culture aussi. Et la culture, c'est le paradigme. Donc, pour toi, c'est la normalité, ça. Puis tout d'un coup, tu vois ça. Ah! Moi, j'ai cru voir une chose une fois, je suis resté figé. J'ai pas bougé. Je l'ai suivi des yeux, j'ai simplement tourné la tête. Sans être sûr de ce que j'avais vu. Hein. C'était dans le ciel. Lumineux, mais sans bruit. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ce que tu aussi, hein, tu viens de dire, je suis resté figé. Parce que faut savoir que la chose qui est à 100 mètres, la plupart du temps, elle n'est pas neutre par rapport au témoin.
pour toi, ça avait l'air d'être loin dans le ciel ou proche? Ben, en tout cas, pas plus loin que la distance, plutôt proche, mais pas plus loin que la distance de ma maison par rapport à l'étang de Guiroux, par exemple, qui est bien connu, qui se trouve le long de la ligne de la voie métrique là-bas. C'est pour ça que certains sont très très choqués. Et plus tu es pris dans une culture qui est rationalisante, si tu veux, plus tu vas être choqué. Tous ont été profondément perturbés. Alors ça implique des fois des remises en question qui sont très douloureuses et que les gens font et dans un petit nombre de cas ne font pas. Si j'ai un exemple là-dessus. Quelqu'un qui a vu une RR3 il n'y a pas très longtemps, avec toute sa famille, il a interdit à toute la famille d'en parler et il a dit ce qu'on a vu était un rêve parce que ce n'est pas possible. Toutes nos données scientifiques nous disent que ce n'est pas possible. Donc ça peut aller jusqu'à nier ce que tu as vu de manière collective. C'est incroyable. Hein? Mais Rémi, j'ai une autre question à te poser. Que ressens-tu depuis ton observation d'avril 2018? C'est difficile à dire, c'est quelque chose qui m'est resté gravé dans la mémoire. Et alors c'est marrant parce que tout le monde, bon ça c'est quand même su un petit peu, tout le monde dit « Ah, t'as vu quelque chose, parle-nous-en, etc. » Et j'ai pas du tout envie d'en parler. Par exemple, je pourrais te parler d'un événement qui a eu lieu, un événement quelconque, habituel, qui aurait eu lieu un autre jour, etc., comme le passage d'un avion ou un truc comme ça. Je pourrais t'en parler, ou je pourrais te parler de n'importe quel autre événement, etc. Mais ça, je n'en parle pas. Il faut vraiment qu'on me pose la question pour que j'en parle. Et encore, faut qu'on me pousse à en parler pour que je donne des détails. Il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose, puis j'ai continué. Quand tu vois donc une apparition un peu sérieuse qui t'émotionne, hein, évidemment, c'est là qu'il y a à la fois une discordance et en même temps, il y a une réalisation de quelque chose qui fait que tu te dis « Ah, tiens, on ne connaît pas grand-chose du réel finalement. On a toute une idée conceptuelle et on oublie que le concept est toujours un sous-produit de la réalité. Si bien étendu, si bien mathématisé soit-il, c'est toujours un sous-produit de la réalité. Et de temps en temps, la réalité se rappelle à toi, et tu as vu ça. Alors tu dis, bah, si j'y ai pas rêvé, alors si en plus tu as un témoin adjacent qui te dit, ah non, mais je l'ai vu aussi, alors tu n'as même pas l'excuse de te dire à toi-même, ah ben j'ai rêvé, ou j'ai halluciné, ou j'ai pris un lampadaire pour... Bon. Donc du coup, là, tu es vraiment en face de ton propre problème, du coup, ça te renvoie à toi. Tu te dis, ben oui, effectivement, on fonctionne culturellement sur une perception particulière de la réalité, mais en vérité, la réalité, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, et on ne sait pas tout de la réalité, quoi qu'on nous dise. C'est ça à quoi on aboutit. Alors après, tu as des cas, des observations rapprochées, où là, le choc est peut-être beaucoup plus violent, hein, aussi. Ça dépend de ce que tu vis et ce que tu vois. Hein. Puis ça dépend de la nature de la personne aussi. Le témoin de l'affaire du bois des Prânes, il n'a pas du tout été impacté négativement ou positivement, d'ailleurs, par cette affaire. Son seul regret, c'était de ne pas être arrivé à capturer un des êtres ou un des bâtons recourbés. C'est la seule chose qu'il avait en tête. Ça paraît incroyable. Mais il y a une personne sur 1000 ou 10 000 qui réagit comme ça. Et pourtant, c'était comme ça. Donc si tu avais sorti ton appareil photo plus la bonnette à réseau, tu aurais fait un super là, cliché. Là, il n'y avait plus de discussion possible. Là. On avait déjà un début de preuve matérielle, oui. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je sais pas. J'ai pas eu le temps. Le phénomène a été furtif. Le phénomène n'a pas duré assez longtemps pour que je sente si j'étais rentré le temps que je rentre, que je ressorte, je te dis, il n'y avait plus rien. Il fallait que je rentre pour venir chercher avec mon appareil. Je suis pas sorti avec mon appareil comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, mais non, j'aurais pas eu le temps. Il a fallu que je prenne ma bonnette dans ma valise, il aurait fallu que je prenne mon appareil photo, que je mette tout ça en face, la bonnette en face de l'objectif, que je ressorte. Voilà, mais c'était déjà trop tard, le phénomène était parti ou je sais pas, où c'était éteint depuis très longtemps, le phénomène lumineux.
Mais par contre, ça m'a frappé sûrement, oui. C'est marrant parce que tu vois, et je me rappelais déjà plus. Et puis je ne suis pas ressorti seulement une fois, je suis ressorti plusieurs fois après, pour voir si ça réapparaissait. Parce que j'ai contourné une première fois le bâtiment, j'ai attendu 5 minutes, j'ai attendu un quart d'heure, je suis ressorti au moins 2 fois après, justement, pour voir où j'ai regardé donc l'endroit. Et puis après, j'ai été revoir s'il n'y avait pas quelque chose dans les environs, puisque de ma maison, on voit au-dessus du temps de Guirou, etc., dans la direction de la métrique. Quand la maison de Guirou est allumée, on la voit. Et j'ai regardé dans tout ça, j'ai regardé le ciel, j'étais en plein milieu de la route, tout, je me rappelle maintenant. Et non, j'ai rien vu. Alors, et puis il faisait un peu froid, j'étais désespéré. J'ai dit, bon, il n'y a plus rien à voir, je rentre chez moi, et puis basta. Puisque pour quelques ufologues, les rencontres rapprochées du 4e type, autant dire les abductions, ont tendance à remplacer au fil du temps les RR3, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités. Le cas de Myrto en Sicile en 99. Alors malheureusement, ce cas n'est pas très bien documenté quand même parce que les chasseurs apparemment n'ont pas voulu trop s'étendre sur ce qui était arrivé. Donc je rappelle ce cas, j'ai fait un dessin effectivement parce que le cas me plaît beaucoup. Mais c'est 4 chasseurs qui partent pour traquer le sanglier pour le week-end. Et puis ils campent donc dans un bois et à minuit il y avait une clairière à côté. À minuit il y a un objet, il y a une grande lumière, un objet qui se pose dans la clairière et puis des êtres qui avancent vers eux. Et alors ils réagissent comme une armée, comme un commando, ils se mettent à l'orée de la forêt et puis ils se préparent à tirer, je crois même qu'ils ont tiré. Et puis ils se sont réveillés le lendemain, alors c'était minuit, hein, ils se sont réveillés le lendemain à midi. Et puis ils sont rentrés chez eux et d'après les nouvelles que l'on a, ils auraient arrêté la chasse. Bon, ils se souviennent de rien et on est dans un missing time mais qui a duré longtemps là. Oui, on pourrait se demander même s'il n'y a pas eu autre chose. Ah ben, nécessairement sur 12 heures il y a eu autre chose, enfin je pense. Hein. Il y a dû avoir une abduction en bonne et due forme ou quelque chose comme ça, Dieu sait ce qui s'est passé. Tu vois, on n'a peut-être pas en Sicile un thérapeute capable, encore faut-il qu'il se laisse approcher. Parce que ces histoires-là... Niveau chasseur, ça ressemble à l'affaire d'Aravi. Hein. Oui, mais dès qu'il y a des chasseurs, tu le vois aussi à Aravilliers, dès qu'il y a des chasseurs, tu as une histoire hors norme. Le gars qui était sur le parking avec sa Mercedes immobilisée, il l'a vu avant les autres. Il a vu la chose bouger, il dit à la vitesse de quelqu'un qui marche. Voilà. Et avec cette pluie de lumière en grains, qui se déversait sur sa voiture. Mais au moment où ils se retrouvent tous sur le parking, c'est là où ils prennent conscience qu'ils sont réveillés en quelque sorte. Ils ouvrent leur portière, bonjour, comment ça va? Ils ne parlent pas du tout de ce qui s'est passé. Ils vont attendre midi, l'heure du repas, pour commencer à en parler. C'est complètement fou. Ah oui, non, mais ça c'est l'expérience tout à fait étonnante. Alors, je dis toujours que les cas avec les chasseurs sont les plus intéressants, c'est pour ça que je les traque. Un de ces 4 matins, j'essaierai de faire un petit listing, il n'y en a pas tellement, hein, mais quand même, on devrait avoir quelques surprises, je pense. Et chaque fois, il se passe des choses hors normes par rapport à l'ensemble des autres RR3. Le bois des Prades, c'est hors norme. Tu as d'autres cas, un ami, un chercheur québécois m'a envoyé 1 ou 2 cas. C'est vraiment hors norme, quoi. En plus, il y avait des espèces de loups là au milieu, c'est une histoire de l'autre monde. Il y a toujours quelque chose de surprenant dans les cas de chasseurs. Donc je pense qu'il faudrait se focaliser un petit peu dessus, déjà essayer de les recenser, ce qui irait plus vite que de recenser les RR3 mondiales, hein. Mais il faudrait un moyen de pouvoir y avoir accès assez vite, et on aurait de l'information. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je tiens à rappeler que cette édition de Réflexion OVNI est la suite directe de ce qui vous a été présenté au fil des différentes éditions de Matin OVNI dans le monde de l'année 2018. Tous les liens seront affichés en dessous de cette vidéo. Rappelle-toi toujours, 1 cas sur 10. Il y a 9 cas qui ne sont pas connus parce que les témoins ne parlent pas. Donc, je pense qu'il nous manque des billes, tout simplement. Ça fait comme ça, si tu veux, et tu as des pointes émergées, c'est un peu comme la pointe d'un iceberg,
mais on ne voit pas le dessous. Si on avait un meilleur système de récupération d'informations, si on parvenait à soigner un peu les enquêtes, et donc l'information, hein, et qu'un peu plus de témoins parlent en confiance, peut-être qu'on aurait des réponses un peu plus précises à toutes ces questions. Là, on surfe sur les têtes d'iceberg, hein. Il faut bien dire la vérité. Et on peut guère faire mieux. Ça laisse beaucoup de problématiques en suspens. Je reconnais, mais c'est ce qui fait l'intérêt de l'ufologie aussi. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition, ou première édition 2019 de Matin OVNI dans le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition, notamment les membres de l'équipe d'ODH TV, mais aussi les partenaires proches, c'est-à-dire les amis d'ODH TV, les différents ufologues, veilleurs, témoins, mais également vous autres, ODH Note. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques en France, en Europe et dans le monde sur ODH TV. Au revoir.